le moment des études qui parlent de confiance en général en lien avec le noyau sous-thalamique. Au niveau des perspectives, qu'est-ce que ça nous offre? Alors, je vous ai parlé de marqueurs corticaux de la confiance perceptuelle dans le TOC. Peut-être que ça pourrait être un candidat pour un biomarqueur pour caractériser ce trouble-là. Dans tous les cas, le fait de mieux identifier sur quelle dimension cognitive ça agit, ça permet potentiellement de mieux orienter les patients. Et dans l'autre sens, le fait de mieux caractériser les effets de cette cible-là par rapport à d'autres cibles de stimulation, ça permet aussi de mieux choisir quel sera le traitement adapté pour un patient. Bien sûr, il y a des limitations qui sont un peu les mêmes pour toutes les études de ce type-là avec stimulation en on-off, en particulier en psychiatrie. Un nombre de participants relativement faible, on en avait recruté 17, mais on a pu conserver les résultats que de 13. On a un wash-out donc, entre le moment où on éteint la stimulation et le moment où on enregistre de 16 heures, ce qui est relativement élevé par rapport aux autres études, mais qui est quand même pas suffisant pour qu'on revoie les symptômes revenir. Donc c'est quand même peut-être quelque chose qui manque. Les participants TOC qu'on a sont des participants pour lesquels le trouble est sévère et résistant, ce qui veut dire qu'ils ne réagissent pas aux médicaments, ce qui veut dire que potentiellement, en termes de neurophysiologie, c'est pas tout à fait la même chose que pour des TOC non résistants et du coup, limite de généralisabilité de cette recherche. Et enfin, chacun a des paramètres de stimulation adaptés à lui-même. Donc, ces paramètres sont un petit peu hétérogènes. Je vais abréger, mais de toute façon c'est la fin. Juste pour vous dire que je suis quand même assez contente d'avoir l'occasion de vous parler de ce sujet-là aujourd'hui, puisque aujourd'hui ce traitement-là pour les patients fait face un petit peu à une crise d'accessibilité qui est un petit peu au niveau mondial, puisque cette thérapie-là elle existe, mais elle en est au stade encore d'essai clinique parce qu'il n'y a pas suffisamment de patients pour passer les stades qui vont bien pour en faire quelque chose de plus généralisable. Et parmi les barrières à ce soin-là, il y a notamment donc, le faible nombre d'études de participants, le manque d'informations, le manque de formation. Aujourd'hui, on est là, on en a parlé un petit peu et ça donne l'occasion d'avancer un petit peu sur le sujet. J'ai fini. Merci beaucoup. C'est un travail d'équipe. Donc il y a des gens, comme je vous disais, du GIN, du LPNC et du CHU. Et voilà. Si vous avez des questions... Merci Audrey pour cette présentation passionnante alors bien évidemment que je connais un petit peu hein, parce que pour y avoir un petit peu participé. Du coup, si vous avez des questions, moi je vais vous passer le micro parce que je suis sûr que vous avez plein de questions. Oui. Oui, merci beaucoup pour cette présentation vraiment très très intéressante. Quand tu disais qu'il y avait chez les TOC une plus grande sensibilité à la perte, je me demandais si on sait des choses sur le circuit de la récompense et le circuit de la punition dans les TOC. Est-ce qu'il fonctionne de manière normale ou pas? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Il y a certaines études qui montrent qu'effectivement, il y a des différences au niveau de la prise de décision et même au niveau... je ne vais pas m'en sortir comme ça. Au niveau des structures qui présentent des anomalies structurelles, on va dire, on a certaines de ces structures qui sont connues pour être impliquées dans les processus décisionnels. Hop. Notamment le cortex préfrontal dorsolatéral qui va être impliqué dans le traitement de la récompense. Merci beaucoup pour la présentation. Une petite question sur l'EEG. Ce qu'on voit, c'est une différence d'activation, c'est une différence d'activité électrique cérébrale sur la zone, tu disais, centropariétale. Finalement, pourquoi cette zone-là? Est-ce qu'on trouve une différence droite-gauche et les zones dont tu parles, là, qui sont très impliquées dans la physiopathologie du TOC, sont relativement éloignées de ce qu'on pourrait enregistrer en surface, en centropariétal, à mon sens. Et je suis quand même étonné qu'on arrive à mettre en évidence une modification sur un enregistrement de surface qui est assez peu précis, et même en localisation, ça reste assez délicat. Alors, c'est clairement pas précis au niveau de la localisation. On a utilisé des enregistrements à 64 électrodes, ce qui fait que du coup, on ne peut pas faire de localisation de source qui nous permettrait d'en savoir un peu plus par rapport aux autres
corticales, de toute façon, qui sont trop profondes pour. Mais néanmoins, on a des hypothèses, notamment au LPNC, dans lesquelles on peut voir que l'activité centropariétale, le potentiel évoqué qui est lié à la détection, reflète également le jugement de confiance. Et du coup, le fait, c'est assez intéressant de voir que cette activité qui est proportionnelle au niveau de la confiance, enfin, on voit la modification dans le comportement et aussi dans le jet. En fait, c'est juste cohérent entre eux. Ça nous dit pas grand-chose sur la source de cette modification. Néanmoins, ça nous montre qu'il y a un signal électrique qui est quand même visible et mesurable au niveau cortical. Donc en fait, c'est la réponse sur le potentiel évoqué qui est différente, c'est ça? Oui. J'ai une autre petite question, j'enchaîne, désolé. Ouais. Est-ce que, à l'instar de la SCP dans les troubles, dans les mouvements anormaux, est-ce qu'on retrouve un effet lésionnel? Est-ce que quand on met l'électrode, quand on fait la chirurgie et qu'on va aller stimuler ce STN, est-ce qu'on retrouve un effet lésionnel avec une diminution des symptômes immédiatement liés à l'implantation de l'électrode, ou est-ce qu'on l'a pas du tout dans les TOC? Parce que dans la maladie de Parkinson, typiquement, quand on va à la stimulation, on a dans les jours qui suivent un effet lésionnel où on a une réduction des mouvements anormaux, mais qui finalement est liée à la lésion de l'électrode en place. Et a posteriori, ça se calme. Et c'est là qu'on peut jouer un petit peu sur la stimulation pour adapter la thérapeutique. Ça va être... alors, je dis ça avec beaucoup de pincettes, n'étant moi-même pas médecin, mais ça va être à peu près la même chose dans le cas du traitement du TOC. On a l'implantation, on a toujours un effet de lésion, un effet aigu qui est lié à l'implantation, qui se reflète au niveau de l'humeur, qui ne se reflète pas nécessairement au niveau des symptômes. Mais quoi qu'il en soit, cet effet aigu va s'estomper pendant les premiers jours, et ensuite on entre dans une période qui va durer environ 3 mois, où on va chercher à ajuster les paramètres de la stimulation pour obtenir les effets qui vont bien par rapport aux symptômes et pas autre chose. Merci beaucoup. Merci. Mais ça, tu as un peu anticipé. J'avais une question également aussi sur ces effets lésionnels. En effet, on les retrouve en clinique. Vraiment, on a les patients qui s'améliorent immédiatement après la chirurgie. Et puis, en effet, dans les jours après, les symptômes reviennent. J'avais une question un peu provoque, si j'ai le droit. Traître. Non, mais tu montrais qu'à Marseille, ils faisaient du Gamma Knife. Quel est le risque aujourd'hui à faire du lésionnel? Est-ce que c'est un problème de faire du lésionnel complètement dans les TOC? Je sais pas la réponse, c'est une vraie question. Est-ce que c'est un problème de faire du lésionnel? Alors, je vais répondre un petit peu à côté de la question, je me permets. Alors, l'intérêt de la stimulation, c'est que c'est quelque chose qui est réversible, ça on l'a déjà dit. Et si on prend le cas des États-Unis, par exemple, entre qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir faire une stimulation où on va plutôt avoir une approche lésionnelle, c'est souvent, pour en avoir discuté avec un psychiatre de San Francisco, des choses qui sont liées au coût et à la prise en charge. Oui, l'approche lésionnelle est mieux prise en charge que la stimulation cérébrale profonde, puisque celle-ci a encore un statut, on va dire, expérimental, et c'est clinique, ce qui n'est pas le cas de l'approche lésionnelle. Je me tiendrai à cette explication. C'est une bonne réponse, parce qu'en neurologie, vous faites finalement du lésionnel dans de nombreuses pathologies. Bon. Nous, en psychiatrie, on a peut-être aussi un historique qui nous suit et qu'on traîne comme un boulet. Oui, il y a des pays où c'est strictement interdit. Au Japon, par exemple, où non, on n'ouvre pas un cerveau pour quelque chose de psychiatrique. Ok, oui. Je suis désolée de monopoliser. Quand tu parlais de l'humeur, tu faisais juste une question, est-ce que tu te sens de meilleure humeur ou de moins bonne humeur? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller mesurer ça autrement? Je pense par exemple à l'activité électrodermale qui, après un gain, après une perte,
pourrait présenter un signal et ça pourrait être intéressant d'aller analyser ça. Et d'ailleurs, quand tu montres les résultats en EEG qui sont différents, est-ce que ça ne peut pas être lié aux modifications de l'humeur aussi? Enfin, il y a 2 questions là. Alors, la première question, je prends ça plutôt comme une suggestion. Enfin, oui, utiliser des mesures complémentaires, ça serait effectivement intéressant. C'est pas ce qu'on a mis en place au début, mais bon, ouais. On se rend compte toujours après coup de ce qu'on aurait pu faire mieux. Et alors, du coup, la deuxième question était, est-ce que l'activité... Ouais. Alors, dans la comparaison qu'on fait entre contrôle et patient, c'est celle-ci qui montre une modification de l'EEG. C'est difficile à dire parce qu'en fait, le jugement de l'humeur qu'on obtient dans notre tâche, on ne peut pas le comparer directement entre le groupe de contrôle et le groupe de patients pour une raison qui est que en fait, si on observe leur performance au jeu, la tâche est censée être calibrée pour que tout le monde ait la même performance, sauf que pour une raison qui nous échappe complètement, les contrôles sont nettement moins bons. Donc, on a un niveau de l'humeur en fait, qui est moins bon chez les contrôles, mais est-ce que c'est pas juste un gros facteur confondant du fait qu'ils sont mauvais? Voilà. Donc, du coup, je ne peux pas tellement répondre sur l'humeur, puisque je ne sais pas s'il y a une vraie différence au niveau de l'humeur. C'était juste une question un peu par curiosité, mais vous avez parlé de perspectives et limites. Et est-ce que, enfin, je ne sais pas où vous en êtes dans votre thèse, mais est-ce que vous continuez... Vous pouvez venir à ma soutenance le 17 novembre à 14h au Gin. Est-ce que après vous comptez continuer dans cette optique, enfin pousser un peu le bouchon, j'ai envie de dire, sur ces recherches par rapport au TOC et aux stimulations profondes, ou est-ce que vous comptez vous arrêter là sur ces... On parle du projet de recherche ou de ce que je vais faire moi là? Non, du projet, je veux dire. Ah bah alors le projet de recherche évidemment il continue puisqu'il y a une équipe, il y a plusieurs équipes assez nombreuses de psychiatres et de chercheurs qui continuent à s'intéresser à la stimulation du noyau sous-thalamique dans le TOC, qui est un peu une spécialité grenobloise. Il y a un essai clinique qui est en cours qui évalue l'évolution de la qualité de vie des patients par rapport à la stimulation. Donc oui, c'est quelque chose qui continue à être exploré. On est loin d'avoir fait le tour du sujet là. Et moi, je vais continuer à travailler sur la stimulation dans le TOC aussi. Merci pour la présentation. J'ai juste une petite question. Étant donné que ça touche donc la maladie de Parkinson et les personnes atteintes de TOC ont toutes les deux des lésions au niveau du striatum, est-ce qu'il y a un lien vraiment entre les deux? Est-ce qu'il y a une plus forte chance de développer un Parkinson chez les personnes qui ont des TOC, des troubles obsessionnels, ou pas du tout? Ou est-ce que ça peut être trop été regardé? Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Je ne saurais pas répondre. Et pareil pour les d'autres maladies neurodégénératives comme Alzheimer Non, la seule chose que je peux dire, c'est que les patients qui ont des TOC vont avoir d'autres comorbidités psychiatriques dans environ les 2/3 des cas. Mais après, faire le lien entre quelque chose de moteur, je ne saurais pas répondre. Ok, merci. Merci, on va peut-être passer à l'intervenant suivant. Merci Audrey. C'est passionnant.